Peut-être plutôt que conservateur, je dirais que le consommateur est attaché à ses racines. Et donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, encore plus que hier, dans un monde qui est assez globalisé, dans une Europe qui est très grande, le consommateur cherche des racines. Et donc en ça, je dirais oui, il est traditionnel et il est attaché à son terroir et à son pays en l'occurrence. Donc oui, il y a une recherche de territorialité. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il faut rester humble. Effectivement, les consommateurs dans le monde savent où se trouve l'Europe. Alors ça, c'est la première chose, donc c'est la première référence. Ensuite, effectivement, le fait d'être un produit luxembourgeois, le Luxembourg a une bonne réputation dans le monde. Il a une réputation d'avoir, je dirais, des produits qualitatifs, d'avoir des services qualitatifs, d'avoir aussi un niveau de vie qui est assez élevé. En Chine, je dirais, le chinois est très réactif par rapport à ça. Et savoir que c'est un des pays dans lequel le produit intérieur brut, le GDP sont extrêmement élevés, ça le rassure par rapport à la qualité du produit. Il se dit effectivement dans un pays comme ça, où il y a un niveau de vie qui est quand même assez élevé, qui est assez agréable, ils doivent consommer des produits qui sont aussi de qualité. Et donc indirectement, l'image du Luxembourg reflète extrêmement positivement sur le produit. Non, le goût reste toujours identique. On ne change pas le goût. La seule chose que l'on fait pour des produits de grande exportation, c'est qu'on filtre le produit un petit peu plus, de manière plus importante en fait, de manière à assurer une longévité du produit un peu plus élevée. Mais je dirais c'est extrêmement difficile pour un consommateur de voir la différence. Il y aura une toute petite différence, parce qu'à partir du moment où la filtration est plus forte, vous avez une petite différence. Mais on ne touche pas à la recette du produit. La recette reste identique. Alors aujourd'hui, en fait, on a vraiment un phénomène qui est mondial, qui est ce phénomène des craft brewers, hein. Donc c'est des brasseries artisanales dans le monde. On le voit, c'est vraiment quelque chose qui, dans des pays comme les États-Unis, c'est vraiment un phénomène extrêmement important. Ça représente aujourd'hui 20-25 millions d'hectolitres aux États-Unis. Donc je veux dire, c'est colossal comme volume. Et de nouveau, à quoi est-ce que ça répond? Ça répond effectivement à un besoin du consommateur d'aller rechercher des produits qui sont authentiques, qui ont une authenticité, qui sont faits avec des ingrédients naturels, qui sont faits brassés d'une manière traditionnelle. Donc il y a vraiment un retour aux sources dans l'industrie brassicole. Et là, nous avons une carte à jouer, parce qu'effectivement, c'est précisément la manière dont on travaille. Et dès lors, effectivement, par rapport à des géants comme Heineken, Stella Artois, Carlsberg, etc., nous avons ce côté plus artisanal, plus authentique, aussi ce côté familial, parce qu'effectivement, ça veut dire quelque chose pour le consommateur. C'est okay, une brasserie familiale, ce n'est pas un grand groupe énorme. Et l'ensemble de ces éléments, finalement, donne une impression, effectivement, de qualité au consommateur et qui permet qu'effectivement, il prend une Bofferding dans le rayon ou dans le café plutôt qu'une Heineken ou une Stella Artois. Il faut faire attention, le consommateur, il faut pas raconter des histoires, il ne faut pas mentir au consommateur. Le consommateur, il est justement à la recherche de choses vraies, de produits vrais, il est à la recherche de racines, il est à la recherche d'ancrage, et à un moment, il faut lui raconter la vérité. La bière est un produit local. Et les gens, on remarque d'ailleurs dans tous les pays du monde, le leader de marché, c'est un leader local. Vous allez au Japon, vous allez aux États-Unis, vous allez n'importe où, c'est toujours une marque locale. Et donc cet ancrage et cet enracinement, cette production locale est extrêmement importante. L'image d'une marque, c'est un peu comme une personne, c'est un peu l'image que vous voulez dégager de vous-même. Et en fonction de l'état d'avancement dans la vie de la marque,
vous allez vouloir dégager une image d'un jeune homme ou d'une jeune fille de 20 ans, ou de 30 ans, ou de 40 ans, ou de 50 ans. Et ce que vous voulez projeter comme image n'est pas du tout la même chose. Quand vous avez 50 ans, vous avez probablement envie de projeter autre chose que quand vous aviez 20 ans. On retrouve ça exactement dans la vie d'une marque. C'est exactement la même chose. C'est une projection d'une personnalité. Alors effectivement, en l'occurrence, je dirais sur Bofferding, c'est quoi les grands défis? Bofferding est en fait un leader de marché. C'est la marque la plus grande, la plus vendue ici au Luxembourg, des produits luxembourgeois. Donc en fait, le défi, c'est effectivement de ne pas spécialement apparaître comme un leader, parce que tout le monde n'aime pas les leaders de marché, pas spécialement. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va effectivement donner peut-être des touches plus importantes, on va plus insister sur le fait qu'on est brassé avec des produits naturels, on va insister sur une certaine modernité, parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'être perçu comme une marque qui est un peu trop établie. On va peut-être avoir une communication qui est un peu plus irrévérencieuse pour effectivement aussi plaire à différentes catégories de la population, également pour attirer des jeunes ou des choses comme ça. Donc effectivement, je dirais les actions que l'on va entreprendre répondent effectivement à quelque part une action de séduction que vous avez par rapport aux consommateurs. Et c'est ça, je veux dire, un peu la vie de la marque, quoi. En général, je dirais, on fait une étude de marché une fois par an pour prendre un peu la température du marché sur les différentes populations, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, les consommateurs, les non-consommateurs. Donc on ratisse relativement large. Et en fait, je dirais, les résultats de ces études vous donnent pas mal d'indications sur est-ce que vous êtes un peu sous-performant sur un groupe ou l'autre. Et en fonction de ça, vous décidez effectivement d'activer l'une ou l'autre action. Vous avez aussi des tendances de fond, je dirais, dans le marché de la consommation, où effectivement, vous avez, à l'heure actuelle, les gens sont à la recherche de produits plus naturels, parce que il y a quelques années, il y a eu ces crises de la dioxine, de ceci, de cela. Et donc, effectivement, je dirais, en fonction de ces tendances de fond que vous remarquez, pas uniquement dans le monde de la bière, mais dans l'ensemble du monde de la consommation, vous allez aussi mettre un peu plus de poids sur l'un ou l'autre élément. Et ces éléments-là vont peut-être apparaître sur votre étiquette ou dans votre communication ou dans votre publicité. Donc, vous avez en fait un ensemble, un éventail pour faire passer vos messages. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de rester surtout à l'écoute du consommateur. Parce que le consommateur évolue et ses besoins évoluent. Et c'est le challenge de la marque, c'est finalement d'avoir une adéquation entre le besoin du consommateur et ce que vous projetez comme marque. C'est une question un peu polémique. Je veux dire, je pense qu'il y a 4 marques. Il y a 4 marques au Luxembourg. Je veux dire, ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a Bofferding, il y a Batin, il y a Diekirch et il y a Simon. Je veux dire, il y a 4 marques qui sont perçues comme des marques luxembourgeoises. Alors après, il y a des marques qui sont adorées, qui sont aimées ou qui sont préférées. Donc je dirais le petit enfant chéri, je dirais sur le marché luxembourgeois aujourd'hui, c'est la marque Batin. Je veux dire, ça, c'est ce que le consommateur nous dit. Je veux dire, la marque adorée au Luxembourg, c'est la marque Batin. C'est la marque préférée de tous les Luxembourgeois, toutes catégories d'âge confondues. Simon est assez loin derrière. Simon est un peu à la traîne. Je pense que Simon devrait être un peu à l'écoute du consommateur. Il y a des adeptes de Simon, mais je veux dire, à un moment, c'est une marque qui a un potentiel, mais je veux dire, c'est un peu une beauté endormie.